Le 29 juin 1997, on appela les agents du bureau du shérif de El Paso pour signaler la présence d'une tombe peu profonde. Les policiers y recueillirent le corps d'une jeune femme, mais furent incapables de découvrir quelque indice que ce soit sur l'identité du meurtrier. Pour le moment, on ne pouvait qu'émettre des hypothèses. La détective Michelle Hodges savait déjà qu'elle devrait se contenter de peu pour poursuivre l'enquête. Les indices dont nous disposions étaient très limités. Nous ne savions pas où elle avait été tuée et c'est normalement sur la scène du crime que se trouvent la plupart des indices. Cela gênait considérablement notre enquête. Les policiers découvrirent l'identité de la victime suite à une autopsie. Elle s'appelait Deidre Malachowski. C'était une serveuse de 24 ans qui travaillait dans la ville voisine de Fountain. On avait signalé sa disparition une semaine plus tôt. Sa mort avait été causée par de nombreux coups à la tête faits à l'aide d'un objet contondant. Certains fluides biologiques découverts lors de l'examen interne laissaient présumer qu'elle avait été violée. Pour l'instant, c'était le seul lien entre Deidre et le meurtrier. Au laboratoire judiciaire de Arapahoe County, l'entomologiste Thomas Adair se pencha sur l'affaire. En entomologie judiciaire, on utilise les insectes pour répondre aux questions des médecins légistes. Très souvent, on fait appel à nous pour déterminer depuis combien de temps le corps se trouve sur la scène du crime, c'est-à-dire à quel moment les femelles ont pondu des œufs sur le cadavre. Les experts recueillirent les larves de mouches sur le corps de la victime et les conservèrent dans l'alcool. Lors de l'autopsie, un autre échantillon d'insectes fut recueilli et gardé en vie. Ces deux échantillons furent ensuite envoyés au laboratoire d'entomologie pour analyse. L'un d'eux servirait à l'identification de l'espèce. Avec l'autre échantillon, les experts pourraient déterminer depuis combien de temps la victime était morte. La première étape consistait à attendre que les larves atteignent leur maturité. Pour ce faire, nous plaçons les asticots dans un pot et nous leur donnons une source de nourriture. Dans ce cas-ci, il s'agissait de foie de poulet ou de bœuf. Puis, nous attendons qu'ils atteignent l'âge adulte. Quand c'est fait, il nous est plus facile d'identifier l'espèce. Une fois identifié, Adair put déterminer l'âge exact des larves recueillies sur le corps et conservées dans l'alcool. Elles avaient au moins une semaine. Deidre Malachowski avait été vue pour la dernière fois une semaine plus tôt. Elle avait donc été tuée dans les heures suivant sa disparition. Avec ces données en main, la détective Hodges put interroger des témoins en commençant par la personne la plus proche de la victime. Dans ce cas-ci, il s'agissait du fiancé de la victime et il refusa de parler. Il eut recours à un avocat et refusa catégoriquement de coopérer avec la police. Les détectives se rendirent ensuite dans le quartier de Deidre et interrogèrent Donna Yerke, une de ses amies de longue date. Selon elle et son mari, Alan, Deidre avait pu avoir été tuée par son fiancé. Le jour précédant sa disparition, Deidre leur avait confié avoir eu une violente altercation avec lui. Étant donné l'aspect violent de leur relation, les détectives n'avaient d'autre choix que de faire du fiancé leur principal suspect. Mais sans indice, il serait impossible de poursuivre l'enquête. Près de 9 mois après le meurtre non résolu de Deidre Malachowski, un autre corps fut découvert dans les montagnes. La jeune fille avait les pieds nus, mais elle était toujours vêtue. Ses chaussures se trouvaient juste à côté, à quelques mètres d'elle. Il n'y avait aucune blessure visible sur le corps, ni indice laissé par le meurtrier. On identifia la victime. Elle s'appelait Danielle Bonfield et avait 12 ans. On avait signalé sa disparition le matin même. Le corps de Danielle avait été retrouvé à plus de 30 km de chez elle. À en juger par le terrain accidenté, elle n'avait pas pu s'y rendre à pied. Celui qui l'avait conduite ici n'avait laissé aucune trace de son passage. Il n'y avait aucun indice non plus dans la maison de la victime. Sa mère, Leslie Bonfield, n'avait rien remarqué d'anormal. Il n'y avait pas eu de lutte. Au moment de la disparition, Leslie était sortie prendre un verre avec des amis alors que sa fille était censée rester à la maison. Elle était rentrée plus tard dans la soirée pour constater qu'elle n'était plus là. Puis, au bureau du shérif, on retraça les appels effectués de la maison des Bonfield le soir de la disparition de la jeune fille. À 20h15, quelqu'un avait laissé un message sur le téléavertisseur d'Alan Yerke, un des amis avec lequel Leslie Bonfield se trouvait. Lorsque j'ai entendu le nom de Yerke, j'ai dit « Quoi? De qui parlez-vous? Alan Yerke ?» Alan Yerke était témoin dans le meurtre de Malachowski. Et voilà que son nom apparaissait de nouveau dans l'affaire Bonfield. Il fut convoqué à un interrogatoire.
Il déclara qu'il était en compagnie de Leslie Bonfield et d'autres amis au cours de la soirée où la petite Danielle avait disparu. La jeune fille lui avait laissé un message sur son téléavertisseur vers 20 heures. Plutôt que d'en faire part à Leslie, Alan avait décidé de quitter le bar et de vérifier si Danielle avait un quelconque problème. Yorkie déclara au détective que la jeune fille allait bien lorsqu'il était reparti de la maison. Quelque chose dans sa version des faits sonnait faux. Cet homme à tout faire et technicien d'ordinateur de 29 ans avait des antécédents judiciaires. Il avait déjà été accusé du viol d'une jeune femme avec laquelle il partageait un appartement. Les enquêteurs obtinrent un mandat pour fouiller la voiture de Yorkie. Le véhicule fut envoyé à la fourrière et analysé par le service judiciaire de Colorado Springs. Il était rempli de détritus, de vêtements et de papiers divers. L'expert Charles Green devait fouiller dans cet amas de détritus avec la méticulosité d'un archéologue. Après avoir pris des photographies, nous avons commencé l'examen de l'intérieur du véhicule. Nous devions enlever un à un chaque objet et recueillir tout ce qui pouvait avoir une quelconque valeur du point de vue judiciaire. Sous une pile de détritus, les experts découvrirent 2 indices cruciaux. La montre de Daniel et sa ceinture. La ceinture avait peut-être servi à l'étrangler. Green trouva de nouveaux indices révélateurs en poursuivant ses recherches. Presque immédiatement, nous avons remarqué des taches de sang sur le pare-brise. Ces taches de sang parlaient d'elles-mêmes. La façon dont le sang s'était répandu sur le pare-brise indiquait que le suspect avait utilisé un objet contondant. Des échantillons furent recueillis et envoyés au laboratoire. Ces échantillons étaient du même groupe sanguin que celui de la victime. Alan Yorkie fut arrêté sur présomption du meurtre de Danielle Bonfield. Maintenant que les détectives avaient prouvé l'implication de Yorkie dans le meurtre de la jeune fille, ils espéraient faire de même avec Deidre Malachowski, la serveuse dont le corps avait été trouvé 9 mois plus tôt. Les échantillons de sang et d'ADN du suspect furent comparés aux fluides recueillis à même la victime. Ils étaient identiques. Les policiers montrèrent ces preuves à Yorkie, mais il nia être impliqué. Il avait bien eu une relation sexuelle avec elle quelques jours avant sa disparition, mais elle était consentante. En disant cela, Yorkie venait malheureusement de discréditer un indice potentiel très important. Les détectives étaient résolus à ne pas abandonner. La voiture de Yorkie avait joué un rôle déterminant dans l'affaire Bonfield. Peut-être contenait-elle également des indices sur le meurtre de Malachowski. Il semblait n'y avoir rien d'important dans le coffre non plus. Il était rempli de logiciels et de disquettes. Tout ce matériel pouvait n'être d'aucune utilité ou, au contraire, se révéler un véritable trésor. Les vieilles méthodes n'avaient pas donné de résultat, mais pour l'expert John St. Augustine, cette découverte fournissait une toute nouvelle piste à explorer. En criminalistique, la branche de l'informatique s'est énormément développée parce que, de plus en plus, nous sommes confrontés à des ordinateurs sur les scènes de crime. Ce n'est plus simplement une question de couteaux, d'armes ou de projectiles. Nous trouvons davantage d'indices reliés au domaine de l'informatique. 50 CD-ROM et près de 500 disquettes furent saisis chez Yorkie et dans sa voiture. Sa femme avait mentionné qu'il tenait un journal intime. Les policiers espéraient qu'il se soit déjà servi de son ordinateur pour écrire au sujet du crime. J'ai très vite découvert une disquette contenant le curriculum vitae de Yorkie, ainsi qu'un document intitulé « Mes péchés ». J'ai essayé de l'ouvrir et un message est apparu à l'écran m'informant que le document était protégé par un mot de passe. St. Augustine essaya toutes les méthodes dont il disposait pour contourner cette mesure de protection, mais n'y parvint pas. Quoi que ce document puisse contenir, Yorkie avait tout fait pour que ses péchés ne soient jamais divulgués. Des détectives du Colorado avaient de bonnes raisons de croire que Alan Yorkie avait tué la meilleure amie de sa femme. Ils espéraient résoudre cette affaire en ouvrant un de ces documents informatiques intitulé « Mes péchés ». Grâce à des logiciels ultra performants, John St. Augustine parvint finalement à découvrir le mot de passe de Yorkie. Il s'agissait de God Help, ou aide de Dieu. Lorsque j'ai tapé ce mot de passe, un message m'est apparu à l'écran.
Ce message disait que les droits du document Mes péchés étaient réservés par Alan R. Yerke. Cela nous fournissait la preuve que Yerke en était l'auteur. San Augustine parvint enfin à ouvrir le document encodé. Une liste des crimes perpétrés par Alan Yerke apparut à l'écran, notamment ses meurtres. Il mentionnait le viol et le meurtre de Deidre Mlakowski. Ses aveux confirmaient les soupçons des enquêteurs. Plus inquiétante encore était la liste des meurtres qu'il prévoyait commettre dans le futur. L'homme qui était en détention était un prédateur dont l'appétit ne faisait qu'augmenter. Les policiers croient que Yerke a ramassé Deidre au moment où elle attendait son autobus en ville. Il a maîtrisé la jeune femme avant de la tuer. Yerke aurait ensuite roulé jusque dans les montagnes pour cacher le corps de la serveuse. Heureusement, ce meurtrier n'a pas pu garder le silence. Il s'installait à son ordinateur pour y livrer ses secrets les plus sordides. Si les policiers ne l'avaient pas arrêté, la liste des victimes n'aurait fait que croître. Confronté à ces faits, Yerke plaida coupable des meurtres de Daniel Bonfield et de Deidre Malakowski. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie plus 50 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Sans l'équipe judiciaire et sa polyvalence, il aurait été impossible de prouver sa culpabilité.